Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, ou comme un producteur l'a récemment renommé, ah oui, les podcasts d'Anaïs, c'est ça ? Vous l'avez sans doute remarqué, il y a quelques semaines, on a lancé un nouveau format qu'on a nommé Anaïs vous répond parce qu'on était très inspirés. Et c'est un format dans lequel je vous réponds. L'idée, c'est de répondre aux questions que vous m'envoyez par message vocal à l'adresse podcast@slate.fr. Même si certains et certaines d'entre vous sont un peu timides de la voix, je comprends totalement. Sachez que même pour moi, parler dans un micro, c'est pas évident tous les jours. Mais j'aime bien entendre votre voix, donc vraiment continuez à m'envoyer vos questions et si possible par message vocal, je trouve ça encore mieux. Et cette semaine, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que j'étais encore en vadrouille, encore dans un voyage à l'autre bout du monde, en l'occurrence en Écosse. C'était un voyage professionnel, je n'ai pas le droit de vous en parler pour l'instant, mais sachez que je vous en parlerai dans un futur épisode du podcast. Et comme je ne peux pas vous en parler tout de suite, j'ai décidé d'accorder un épisode entier à certaines questions que vous m'avez envoyées. En plus de l'épisode Anaïs vous répond plus court qui arrivera ce week-end, cette semaine, j'en profite pour faire un épisode 100% courrier des lecteurs, un pot pourri ou un bouquet garni, je sais pas comment on dit, mais un gros tas de questions auxquelles je vais répondre. À la fin de l'épisode, je vous rassure, vous pourrez entendre mes critiques des meilleures sorties ciné de la semaine. On fera aussi notre petit point hebdomadaire sur la saison des Awards. Mais en attendant, place à vos questions. Je vais donc profiter de cet épisode pour répondre à toutes les questions écrites que vous m'avez envoyées et non pas des questions par message vocal. Et pour l'occasion, je vais demander à Aurélie, l'incroyable productrice de ce podcast, de me poser vos questions. On commence avec Florence qui a envoyé un bouquet garni de questions et ça me paraissait pas forcément pertinent d'en choisir qu'une seule à laquelle répondre. Donc là, comme j'ai un peu plus le temps, je vais pouvoir répondre à toutes tes questions, Florence. Donc la première question, c'est à quel moment de ta carrière est-ce que tu as senti que tu avais véritablement trouvé ta place et peut-être gagné une légitimité dans le milieu de la critique cinéphile ? En fait, je vais être honnête, Florence, je ne pense toujours pas avoir trouvé ma place et avoir une vraie légitimité dans le milieu de la critique ciné. Ça peut paraître surprenant, mais je suis encore pétrie de doutes et d'incertitudes concernant ma carrière et ma place dans ce milieu. Surtout que j'ai pu ressentir parfois le mépris de certains confrères plus tôt dans ma carrière, et c'est des trucs qui restent, des remarques ou des regards un peu blessants dont on n'a pas forcément beaucoup d'aisance à se défaire après plus tard. Il y a quand même un vrai progrès, et notamment ces dernières années, je me sens quand même plus à l'aise dans ce que je fais. Et il y a eu 2 moments qui ont été assez importants, je pense, symboliquement. Le premier, c'était la première année où j'ai fait Cannes et Venise. Avant, je ne faisais que le festival de Cannes. C'est un peu la foire, c'est très, très, très intimidant, très intense. Mais j'ai fini par y trouver mes marques au bout d'une petite dizaine d'années. Et puis, il y a une année où j'ai enchaîné Cannes avec Venise et j'ai rencontré d'autres journalistes que je ne croisais pas forcément à Cannes. J'ai aussi découvert une vibe de festival peut-être un peu moins anxiogène que celle de Cannes. Et donc, j'ai trouvé mes aises plus facilement à Venise, alors qu'à Cannes, il m'a fallu un petit peu plus de temps. Et l'année d'après, quand je suis retournée à Cannes, il y avait comme un déclic qui s'était fait et je me suis rendu compte que partout où j'allais, je saluais des gens. Sachant que je suis une grande timide, voire asociale, voire sauvage, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé il y a quelques années, le fait de pouvoir me balader dans le festival de Cannes et vraiment toutes les 10 minutes d'apercevoir quelqu'un que je connais qui me salue ou que moi je salue en disant « Hey, comment ça va ?» Ça me paraissait complètement fou et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que j'étais un peu chez moi à Cannes, que je connaissais vraiment plein de monde, que j'avais mes aises et que j'avais même des amis qui, eux, venaient pour la première fois à Cannes et que je pouvais, moi, maintenant, leur servir de mentor, leur dire alors c'est là qu'il faut aller manger, c'est là qu'il faut aller aux toilettes, etc., etc. Et ça a été un moment assez important pour moi symboliquement pour réaliser que j'avais parcouru quand même un très long chemin depuis mon premier festival de Cannes. Et puis, il y a eu autre chose, mais c'est aussi lié au contact, en fait, qu'on a. C'est le fait d'avoir rejoint le SFCC, le syndicat français de la critique de cinéma. C'était à peu près à la même période. Et ça m'a ouvert tout un nouvel univers dans la critique ciné. J'ai rencontré encore plus de monde, de pairs, certains que j'admirais beaucoup et à qui j'avais pas osé parler auparavant. Je me suis retrouvée, grâce au syndicat, à être membre de jury dans des festivals. C'était une expérience que j'avais jamais eue auparavant. Et là aussi, j'ai fait de nouvelles rencontres. Et quand je me présentais souvent dans ces lieux-là,
les gens me disaient « Bah oui, je vois très bien en fait qui tu es, je vois très bien ce que tu fais, j'écoute ton podcast. » Et ça, ça a été une grosse surprise. Mais je pense que c'est aussi un moment qui a été assez important pour me rendre compte que ce que je faisais était peut-être un peu lu ou écouté, ce que j'avais pas forcément réalisé avant. Est-ce que tu penses que c'est dû au podcast ? Je pense que c'est quand même beaucoup lié à Ami, qui a eu un gros succès populaire et notamment, par exemple en festival, ça m'arrive d'être assez souvent reconnue ou qu'il y ait des gens qui viennent me parler, me dire bonjour grâce à Ami. Mais j'ai aussi réalisé que même avant Ami, qu'il y avait pas mal de gens qui lisaient mes articles sur Slate, notamment. Et ça, je m'en doutais pas du tout. En fait, quand j'écris ou même quand j'enregistre ces podcasts, je n'imagine jamais que qui que ce soit va les écouter ou les lire. En dehors de Aurélie qui est dans le studio et peut-être ma mère, mais ça me surprend toujours de voir qu'en fait ça touche d'autres personnes. Je pense que ça s'est construit assez organiquement, mais ça continue de me surprendre encore, de voir qu'il y a des gens qui voient qui je suis en fait et qui suivent mon travail. C'est étrange, mais c'est très gratifiant évidemment et ça me permet d'avoir un syndrome de l'imposteur un peu moins virulent que il y a 5-6 ans. Où j'en étais pas du tout au même stade de ma carrière. Et pour finir, je pense qu'il y a aussi un truc qui est non négligeable, c'est le fait que je suis pigiste. Et je pense que c'est plus difficile, en tant que pigiste, d'avoir des symboles identifiables de reconnaissance. Parce que quand on travaille en rédaction, on a des promotions, on devient chef de rubrique, on a des responsabilités qui évoluent au fil des années. Et moi, en fait, ça me paraît un peu moins tangible, mes marques de progression, même si je le vois, par exemple, avec le nombre d'attachés de presse qui vont me contacter, le nombre de médias qui vont me passer des commandes, alors qu'avant, c'était plus moi qui devais contacter les médias pour collaborer avec eux. Donc, je le perçois quand même qu'il y a quelque chose qui change, mais honnêtement, c'est plus difficile parce que j'ai pas de titre, j'ai pas de poste attribué. Donc, ça me paraît plus difficile de me situer exactement professionnellement, alors que quand on est en rédaction, il y a une hiérarchie qui est claire et qui permet de savoir exactement où on en est. Nouvelle question de Florence. Est-ce que tu considères ce milieu comme sexiste et misogyne ? Longue pause, lourde de lourde de sens. Oui, le milieu de la critique ciné est sexiste et misogyne. Je dirais que c'est pas particulièrement propre à ce milieu-là. C'est le cas de tous les milieux, je pense, et toutes les industries. Je pense que ça va mieux. Je dirais que le milieu est sexiste et misogyne d'une manière différente aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans quand j'ai commencé, même plus proche de 15 ans. Waouh, je suis vieille. Quand j'allais en projection de presse, je voyais quasiment aucune femme. Je voyais quasiment personne qui avait moins de 40 ans et encore moins de 30 ans. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans. Et oui, les quelques femmes que j'apercevais étaient des critiques ciné très âgées, très installées. Mais il y avait un manque de diversité, mais vraiment flagrant, en festival et dans les projections. Ça a vraiment changé. Je vois énormément de critiques, maintenant, bien plus jeunes que moi. Je vois beaucoup de femmes. Je trouve ça très, très chouette. Après, je dirais que c'est plus la manière dont on parle des films et des réalisatrices post-MeToo. Il y a une espèce de bienveillance hypocrite et performative envers certains films et envers certaines thématiques qui me paraissent un peu mal placées ou maladroites. Je pense que c'est un temps d'adaptation nécessaire post-MeToo. Je pense que maintenant, la plupart des critiques masculins qui ne s'interrogeaient pas sur ces sujets-là avant, maintenant s'interrogent dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours les bons réflexes, mais ils ont intégré le fait qu'ils ne pouvaient plus faire abstraction de la question du genre dans la manière dont ils abordent le cinéma. Donc je pense qu'il y a encore des imperfections et des imperfections qui se retrouvent clairement dans certaines critiques et aussi, ça m'arrive encore très régulièrement d'entendre des remarques extrêmement misogynes en festival, mais je dirais qu'il y a quand même une amélioration et que comme partout, avant qu'on arrive vraiment à quelque chose de 100% satisfaisant, je pense qu'il y a du taf. Autre question de Florence. Est-ce qu'il y a d'autres festivals de cinéma que tu aimerais couvrir à l'avenir ? Alors, j'aimerais beaucoup couvrir les Arcs parce que je fais du snow et du ski et que j'adore la neige et que j'aimerais vraiment pouvoir aller dans un festival de cinéma dans lequel je peux voir des films et faire du snow. Sachant que c'est aussi un festival qui a une bonne programmation musicale, ils organisent des concerts, ils organisent des rencontres aussi pour les gens de l'industrie dont j'ai eu de très bons retours. Donc j'espère peut-être cette année pouvoir aller aux Arcs et vous raconter tout ça. Et après, j'avoue que les festivals qui me font rêver sont plutôt à l'international. Et en fait, il y en a 2 qui sont en Amérique du Nord. Le premier, c'est Toronto.
parce que j'ai encore les souvenirs de certaines avant-premières à Toronto qui ont énormément marqué la presse et j'avais un énorme FOMO de ne pas avoir pu y être, notamment La La Land. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de La La Land, ou en tout cas que j'ai eu de la hype autour de La La Land, c'était après son passage à Toronto et ça m'a vraiment donné envie d'y aller. En plus, pareil, c'est un endroit où il y a de la neige, donc je kiffe. Et un autre où il y a aussi de la neige, c'est Sundance. Sundance qui est en train d'être relocalisé à l'heure actuelle, mais c'est un festival qui se tient tous les ans à Salt Lake City, à Park City dans l'Utah, à un moment de l'année où il fait très froid et donc je vois toujours déjà les tapis rouges ont une ambiance beaucoup plus sympa parce que tout le monde est en moon boots et en grosse veste et en bonnet. J'avoue que les festivals d'hiver, c'est un truc que je trouve très très chouette parce que ça crée une ambiance totalement différente des festivals estivaux comme Venise ou Cannes. Et Sundance, ça reste quand même le plus grand festival de films indépendants américain qui a un rayonnement international énorme. Même si j'aime pas toujours ce qui ressort de ce festival, je pense que ça doit être une expérience assez ouf. Donc j'espère un jour pouvoir aller à Sundance. Et enfin, la dernière question de Florence. Comment s'organise la création des podcasts en temps réel lors des festivals ? Alors, très bonne question. Honnêtement, on pourrait y accorder un épisode entier. On est toujours plutôt en flux tendu avec Aurélie. Il faut savoir qu'on est vraiment que 2 à travailler sur Anaïs se fait des films. Donc, c'est un travail monstrueux si vous comparez avec une émission de radio, par exemple, où il va y avoir des gens qui calent les interviews, qui font de la documentation, etc. Nous, on fait vraiment tout toute seule. Ce qu'on fait, c'est qu'on se parle un petit peu en amont pour décider des angles et des films que j'ai le plus envie de couvrir. Mais souvent, j'ai des découvertes un peu inattendues pendant le festival et donc il faut changer tout le programme parce que j'ai vu tel film qui m'a totalement foudroyée alors qu'à l'inverse, il y en a un que j'attendais beaucoup et finalement, je ne sais pas quoi raconter dessus. Donc, comme je fonctionne beaucoup à l'inspiration, ça peut être difficile de préparer en amont. Et sinon, de manière très technique, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a décidé du sujet, moi, j'essaye d'écrire le plus vite possible. Je demande des retours à Aurélie qui va me dire s'il y a des choses qui paraissent peut-être un petit peu bancales, qu'il faudrait développer. Je lui demande souvent si elle a des questions, auxquelles elle aurait envie que je réponde, parce que ça m'aide de savoir ce qui peut intéresser justement d'autres gens que moi en écoutant ce podcast. Et j'ai 2 petits micros fabuleux qui sont vraiment tout petits, que je peux trimballer partout et que j'utilise donc pour réaliser mes interviews. Je capte autant de sons d'ambiance que possible. Et après, j'envoie en fait tout ce matériel brut à Aurélie qui va se charger de faire le montage. Je m'enregistre aussi avec mes petits micros où je peux. Donc ça peut être dans la rue, derrière les poubelles du Festival de Cannes, dans ma chambre, où je peux. Et ensuite, je fais généralement plusieurs prises. C'est rarement arrivé que j'envoie la première prise et que ce soit bon. Même si plus je le fais, plus ça devient fluide. Et ensuite, je laisse Aurélie se dépatouiller avec tout ce matériel brut. Donc, c'est elle qui va faire le montage, qui va faire toute la production et la réalisation. Donc, rajouter tous les extraits, les virgules, toutes les illustrations sonores que vous pouvez entendre. Et une fois qu'elle a fait une première version, une V1, elle me l'envoie et là, on démarre un processus d'édition qui peut être parfois un peu long, surtout en festival où on fait les choses dans le rush. Il peut y avoir des ratés et donc moi, je vais envoyer des suggestions de coupe ou de changement sur cette première version. On les fait, on fait une V2, on peut refaire des coupes, refaire des changements, on fait une V3. Je ne sais pas le plus grand nombre qu'on a pu faire en festival. On a dû arriver parfois peut-être à Cannes à une V5 sur certains épisodes, voire plus. Et donc parfois en finissant très 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 tard dans la soirée ou le lendemain matin très très tôt. Donc c'est des conditions de travail qui sont similaires aux conditions de travail qu'on a en festival et qui sont très différentes de celles qu'on a à Paris où on est un peu plus tranquille. Moi, je tiens à préciser que c'est grâce à tes conducteurs aussi. C'est toi qui vas créer la trame, la structure de l'épisode, et je t'avoue que c'est vraiment une aide très précieuse. Trop cool. Après, pour Cannes, on était vraiment en expérimentation totale et on a tenté plein de choses et c'était hyper stimulant intellectuellement et créativement. Mais du coup, c'était aussi très, très fatigant. Et là, je pense qu'on a fini justement après cette expérience de Cannes, puis après l'expérience de Venise, par atterrir sur le format qui nous semble le plus réalisable dans les temps impartis, sans qu'on se mette totalement en burn-out et en arrivant quand même à vous proposer quelque chose qui soit suffisamment riche et frais. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, la question suivante, c'est une question qui nous a été posée par Ashley, mais j'en profite pour dire qu'on avait aussi reçu un message vocal de Annabelle qui posait une question similaire. Pourrais-tu nous donner tes recommandations de podcasts cinéma ou culture, français ou étrangers ?
Je précise que dans le message de Annabelle, elle disait qu'elle voulait que des podcasts français. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'épisode pour lui répondre pour l'instant. J'écoute pas de podcasts français, en fait, ou très très peu. Et ceux que j'écoute ne parlent pas de culture. Je sais pas si c'est de la superstition ou juste... voilà, j'ai peur qu'il y ait un mimétisme, en fait, après qui s'enclenche et de plus réussir à faire ce que moi je veux faire. Mais du coup, j'en écoute très très peu. Par contre, des podcasts cinéma ou culture étrangers, oui, j'en écoute beaucoup. Celui que j'écoute le plus et que je mentionne assez fréquemment ici ou dans Ami, c'est The Watch. C'est un podcast de The Ringer qui est présenté par Chris Ryan et Andy Greenwald. Il se trouve qu'ils sont eux aussi amis depuis très 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 longtemps, voire peut-être meilleurs amis. Et donc, je dis eux aussi parce que ça me rappelle Ami, le podcast que je fais avec Marie. Il y a une dynamique du coup qui est très très agréable à écouter et ils sont tous les deux journalistes culture. Mais Andy Greenwald, il y a quelques années, est aussi passé du côté scénariste. Donc il a un point de vue qui s'est enrichi aussi et il a des petites anecdotes ou des petites infos que Chris Ryan n'aurait pas forcément puisqu'il se retrouve dans des réunions stratégiques avec des gens qui travaillent dans l'industrie de la télé. C'est des épisodes généralement très très longs qui durent 1 heure ou plus et dans lesquels ils vont parler de manière pas forcément très structurée de leur série préférée. Ils font parfois des recaps au sein de ces épisodes où ils vont suivre une série qu'ils aiment en particulier et dans chaque épisode ils vont faire un point sur le dernier épisode de la série qui est sorti. Ils parlent aussi parfois de cinéma parce qu'ils sont aussi tous les deux passionnés de cinéma. Ils ont parfois, mais pas toujours, des invités. Et honnêtement, c'est pour moi une grande source d'inspiration, de connaissances déjà, parce que c'est vraiment, je pense, le podcast que j'écoute le plus et j'apprends énormément et je trouve qu'ils ont toujours une réflexion et une analyse qui sont très fines et qui sont très ouvertes. Ils sont pas du tout fermés dans leurs opinions. Et ouais, moi, c'est vraiment un modèle, en fait, sur les podcasts et sur la manière dont je veux faire de la critique culturelle. Il y en a un autre de The Ringer qui s'appelle The Big Picture. Les deux présentateurs sont un petit peu plus pédants, je dirais. Après, j'aime beaucoup écouter ce qu'ils ont à dire sur les films. Ils ont aussi une dynamique qui est assez sympathique. Je me suis habituée au fil des années à les écouter, mais je dirais que eux, pour le coup, ils ont parfois un jugement un peu moqueur sur certains films ou sur certaines œuvres qui me plaît pas trop. Enfin, c'est un truc que j'aime pas trop dans la critique de manière générale. Ensuite, il y en a un autre que je vous ai recommandé dans un précédent épisode de Anaïs vous répond, c'est You Must Remember This. C'est un podcast très narratif pour le coup, donc très très structuré et très documenté, qui revient sur des épisodes historiques de l'histoire d'Hollywood. Donc il y a beaucoup d'épisodes à la base qui étaient sur le vieil Hollywood, mais il y en a eu beaucoup sur le nouvel Hollywood. Il y en a eu aussi des spécifiques sur certaines figures d'Hollywood, que ce soit Hitchcock, que ce soit Capra, comme Howard Hawks. C'est toujours passionnant, c'est le seul podcast que j'écoute en vitesse normale parce que je ne peux pas l'écouter plus rapidement, c'est tellement riche, tellement dense que j'ai vraiment besoin et parfois je réécoute même à plusieurs reprises pour être sûre de m'imprégner de tout ce qu'elle raconte. Si vous avez envie d'enrichir votre culture cinématographique, je ne peux que vous le recommander. Le seul problème, c'est que bon, déjà il y a beaucoup d'épisodes et qu'à chaque épisode, on a envie de mater 150 000 films et de lire 150 000 livres qui vont être évoqués dans l'épisode. Donc c'est un peu chronophage, mais vraiment très très bien. Il y en a un autre que j'aime bien, pour le coup, qui a un format bien plus court et donc très facile à consommer rapidement, on va dire, c'est Pop Culture Happy Hour. C'est un podcast de la radio NPR américaine. Et c'est un groupe de critiques. Généralement, ils sont au moins 4 ou 5 autour de la table. Je crois que le minimum, ça va être 3. Et chaque épisode, là, va être dédié à une œuvre. Donc, ça va être le film de la semaine, la série de la semaine. Donc, c'est bien parce que c'est concis. Ils ont une très, très bonne vibe, une très bonne dynamique entre eux. C'est un podcast qui est très plaisant, même la musique est très douce, très enjouée. Donc voilà, je dirais que les autres, c'est plus des trucs que je vais écouter quand j'ai beaucoup de temps devant moi. Et Pop Culture Happy Hour, c'est quand je veux une opinion un peu succincte sur un film ou une série qui vient de sortir. Et enfin, dans les podcasts anglophones, et encore une fois, désolée pour tous les gens qui ne parlent pas anglais, là, c'est un podcast qui est plus côté industrie, que je recommanderais vraiment, qui s'appelle Tim Dickens. Et c'est un podcast qui est animé par Roger Dickens, le directeur de la photographie, un des directeurs de la photographie les plus connus et légendaires
de notre époque. On en avait déjà parlé un petit peu dans l'épisode sur Nouvelle Vague avec David Chambille. C'est clairement quelqu'un de passionné. Je pense que c'est pendant la pandémie qu'il s'est mis à faire ça avec sa femme. Ils avaient rien d'autre à faire, donc ils ont commencé à lancer des podcasts pour parler de la carrière de Roger Deakins et des films sur lesquels il avait travaillé. Donc on découvre en fait plein d'anecdotes, de coulisses passionnantes. Parfois c'est très technique, ça parle d'objectifs, de choix de caméra, etc. Enfin moi, il y a des trucs que je comprends pas techniquement. Mais l'intérêt, c'est que Roger Deakins a travaillé avec les plus grands et donc il les fait venir dans son podcast. Donc en fait, il passe un coup de fil à Villeneuve qui va lui parler pendant 3 heures de sa filmographie, de ses films préférés, de comment ils ont bossé sur la photographie ensemble sur tel ou tel film. Le podcast a pris de l'ampleur, donc ils ont eu de plus en plus d'invités. Donc vraiment, c'est extrêmement riche. C'est une mine d'or si vous voulez pour le coup avoir le côté coulisses et entendre un directeur de la photo légendaire qui parle avec des réalisateurs légendaires. Et c'est clairement des énormes geek en fait. Il parle de photos et de cinéma pendant des heures et des heures. Donc voilà, moi il y a plein d'épisodes que j'ai même pas fini parce que c'était super long, mais c'est aussi très choupi d'entendre Roger Deakins papoter avec sa femme et faire des petites blagues alors que c'est quelqu'un qui a été oscarisé, qui est extrêmement impressionnant professionnellement. Tim Deakins, je vous le recommande chaudement. Côté podcast français, honnêtement, je vous l'ai dit, j'en écoute quasiment aucun. Je peux vous recommander ceux auxquels j'ai participé, parce que c'est les seuls que j'écoute. Mégalo, bonjour. Le premier, qui est honnêtement très bien, et j'ai aussi écouté des épisodes auxquels je n'ai pas participé ou contribué, c'est un podcast qui s'appelle « Connaissez-vous l'histoire ?» C'est un podcast de Binge Audio qui revient sur des grandes personnalités ou célébrités. Et donc moi, j'ai écrit quelques épisodes sur certaines personnalités, dont Taylor Swift. J'avais fait Jane Campion en cinéma, j'avais fait Jordan Peele, j'avais fait Florence Pugh. C'était un exercice d'écriture très 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 sympa. Donc c'est pas moi qui incarne les épisodes, mais c'est juste moi qui les ai écrits. Et c'est toujours très intéressant. En fait, c'est un peu comme des biographies anglais de célébrités et notamment du monde de la culture. Donc je vous recommande Connaissez-vous l'histoire. Et l'autre podcast enfin que je vous recommande, c'est Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association des critiques de séries. C'est totalement intéressé puisque je suis membre de l'Association des critiques de séries et j'ai été co-responsable de ce podcast pendant quelques temps. J'ai dû délaisser ces fonctions parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. C'est un podcast qui est bénévole et qui est fait entièrement par les membres de l'association. Donc c'est là qu'on va venir discuter de séries, parler de nos coups de cœur et aussi nos coups de gueule. C'est une association qui est remplie de journalistes brillants et aussi très éloquents. Donc si jamais vous n'avez pas votre dose en écoutant Ami et Anaïs se fait des films, et si vous avez justement plutôt envie d'entendre parler de séries, je vous recommande chaudement le podcast de l'ACS, Un épisode et j'arrête. Alors ensuite, on a une question beaucoup plus succincte de Marion, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion de lui répondre. Je suis en plein débat avec mon mec. Est-ce qu'il y a 2 chiens dans Sirat ? Il me semble qu'il reste un... La question contenait un spoiler, mais ne vous inquiétez pas, nous avons supprimé le spoiler de cette question. Merci Marion pour ta question. Alors bon, Sirat est toujours en salle, mais c'est vrai que c'est un film sur lequel on essaie d'en révéler le moins possible. Je te confirme qu'il y avait 2 chiens. Je suis très nulle en race de chiens, mais il y en a un qui est un petit format, qui est le chien du petit garçon, et il y en a un qui est plutôt un moyen format, qui est le chien des teufeurs. Il y avait effectivement 2 chiens. Tu peux dire à ton mec que tu as gagné le débat. Et enfin, on a une question très spécifique d'Adrien. Depuis le hors-série sur Bridgerton et à part Wicked, as-tu vu d'autres projets avec Jonathan Bailey ? Alors oui, j'ai vu d'autres projets avec Jonathan Bailey. J'ai vu Broadchurch, dans lequel il jouait un journaliste. Bon, c'était un personnage secondaire. Et surtout, j'ai vu la première œuvre dans laquelle j'ai découvert Jonathan Bailey. En fait, c'était Crashing. C'était la première série de Phoebe Waller-Bridge. Une série qui est évidemment beaucoup moins connue que Fleabag, mais qui est génialissime. Qui est aussi courte, encore plus courte même. Il doit y avoir que 6 épisodes. Série britannique, hein. C'est une comédie sur une coloc. Et Jonathan Bailey joue, à mon avis, le personnage le plus mémorable de la série. Il est extrêmement charmant et sexy, comme il l'est dans tout ce qu'il fait. Et donc, moi, déjà, à l'époque, j'avais complètement flashé sur lui. Enfin, je m'étais dit, qui est cet acteur ? Et est-ce que je peux le voir dans le plus de projets possible ? Donc, oui, tout à fait. Et je sais aussi qu'il a eu, pour le coup, un rôle assez important dans la série Fellow Travelers, dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais que je n'ai toujours pas rattrapé, honte à moi.
Voilà, je pourrais encore parler, comme vous le savez, pendant des heures. J'ai pas répondu à toutes les questions que vous m'avez envoyées. J'ai essayé de sélectionner celles qui se prêtaient le mieux à cet épisode. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées et continuer à m'en envoyer si ce n'est pas déjà fait. podcast@slate.fr. J'attends vos questions par message vocal ou par texte. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moi 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Il faut quand même que je vous parle des très bonnes sorties ciné de cette semaine. La première, c'est le film La Petite Dernière de Afsia Herzi. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, hein. L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. C'est un film dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans le podcast au moment du Festival de Cannes, puisqu'il était en compétition. C'est adapté du roman du même nom de Fatima Das, et ça parle donc de Fatima, qui est une lycéenne qui sort du lycée, qui se prépare à entrer dans sa vie d'étudiante, et qui va très progressivement essayer d'être plus à l'aise avec son homosexualité, sachant qu'elle appartient à une famille musulmane, pas si traditionnelle que ça, en fait. Enfin, ses parents sont un petit peu plus conservateurs, mais ça démarre avec une scène familiale dans la cuisine avec ses sœurs où elles sont en train de se chamailler. Et il y a une absence de manichéisme, en fait, dans le film qui m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'était un film assez doux, pudique, et en même temps qui sait quels sont les moments dans lesquels il faut mettre le paquet aussi, et notamment la fin. En fait, c'est vraiment la fin qui m'a terrassée et qui a totalement fait basculer aussi mon expérience avec ce film. C'est-à-dire que je trouvais ça assez chouette et assez joli. Et en fait, la séquence finale m'a dévastée émotionnellement. J'étais en larmes en sortant de la projection. Parfois, je suis émue rien qu'en repensant à cette fin. Elle est vraiment très, très, très réussie. Et notamment grâce aux actrices qui sont super. Il faut préciser que le film, d'ailleurs, a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Nadia Meliti, qui joue donc Fatima. Il a aussi reçu la Queer Palm. J'en avais parlé un petit peu déjà dans le podcast à l'époque. Et c'est vrai qu'en fait, déjà des récits sur les lesbiennes au cinéma, il y en a très peu. Et c'est souvent des récits qui vont être assez sombres, assez fatalistes. C'est une conversation qu'on avait eue avec Céline Sciamma au moment de Portrait de la jeune fille en feu. Le fait qu'on a besoin d'histoires un peu plus lumineuses aussi sur les lesbiennes. Et ce film-là, je trouve qu'il trouve vraiment un bel équilibre, puisque la question de l'homophobie n'est pas du tout mise sous le tapis. Elle est très présente dans le film, et c'est une homophobie extérieure, mais aussi l'homophobie internalisée que ressent le personnage principal. Mais il y a aussi en fait toute la beauté de la découverte d'une famille queer. Il y a une scène en boîte de nuit qui est super, avec la DJ qui chante Vive les lesbiennes, et tout le monde dans la boîte qui chante Vive les lesbiennes. Il y a des scènes de découverte sexuelle, et notamment juste de découverte par la parole, en fait, où il y a quelqu'un qui lui explique comment faire un bon cuni, qui est vraiment très très chouette. Enfin, c'est bien écrit, c'est bien incarné. C'est aussi très bien accompagné par la musique de Amine Bouafa. Donc je vous recommande chaudement La Petite Dernière de Afsia Herzi. Je précise aussi rapidement que, à partir de cette semaine, vous pouvez retrouver en salle certains films de Raymond Depardon, qui est un illustre journaliste et documentariste qui a fait énormément de documentaires. Je pense qu'ils valent tous le coup d'œil, mais si je devais vous en recommander un en particulier qui est en salle en ce moment, c'est 10e chambre, Instant d'audience. C'est un de ces films qui a reçu le César du meilleur film documentaire. C'est juste Raymond Depardon qui pose sa caméra pour suivre des procès, des comparutions immédiates. C'est édifiant. Moi, c'est un film que j'ai découvert au début de mes études de journaliste, je crois, et ça m'a beaucoup inspiré. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir ou redécouvrir la filmographie de Raymond Depardon en salle, je vous le conseille absolument. Et puis, mon 3e coup de cœur de la semaine, là aussi, c'est un film dont je vous ai déjà un petit peu parlé, il me semble, à l'occasion du Festival de Venise. C'est A House of Dynamite de Catherine Bigelow. If we get this wrong, none of us are going to be alive tomorrow. There is no plan B. We did everything right?
We did every fucking thing right. None of this makes sense. Making all these bombs and all these plans. But walls are just ready to blow. Catherine Bigelow qui a fait Point Break, qui a aussi fait Zero Dark Thirty, Des mineurs, donc qui est une femme connue pour des films d'action très 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 haletants. Ça a aussi été la première femme à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation, donc une femme déjà légendaire. Et son nouveau film, A House of Dynamite, je le placerai assez haut dans sa filmographie. C'est un thriller extrêmement tendu qui parle d'une attaque nucléaire sur les États-Unis et qui va suivre les 20 minutes qui précèdent la frappe nucléaire qui va toucher les États-Unis de plusieurs points de vue. Et de plusieurs points de vue administratifs. Donc on n'est pas du tout du côté de la population, on est dans la Situation Room de la Maison-Blanche, on est avec le président, on est avec le secrétaire de la Défense. Et c'est un film qui est extrêmement documenté. Le scénario a été écrit par Noah Oppenheim, qui est journaliste aussi. Et lui et Catherine Bigelow ont fait appel à énormément de consultants, de personnes qui avaient travaillé dans la Situation Room de la Maison-Blanche, qui ont fait ces entraînements qui ont lieu en fait en permanence pour savoir qu'est-ce qu'on ferait si on découvrait qu'une frappe nucléaire s'apprêtait à toucher les États-Unis. Et ça, c'est le début du film. Et donc, tous ces personnages n'ont qu'une vingtaine de minutes pour prendre des décisions cruciales, des décisions impossibles en fait. Et donc c'est un film qui est assez politisé aussi, puisque le propos de Catherine Bigelow, c'était de nous interroger sur la prolifération nucléaire, sur le fait que c'est devenu normal et anodin maintenant de vivre dans un monde où de plus en plus de pays ont accès à l'arme nucléaire, notamment des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, d'où l'expression « on vit dans une maison remplie de dynamite » et on ne sait pas à quel moment en fait cette maison pourrait exploser. Le film est vraiment à couper le souffle. Enfin, moi, j'ai oublié de respirer pendant les 1h40 ou 1h50, je crois, de durée du film. J'ai eu de la chance puisque je l'ai vu à Venise sur un très grand écran et en plus, j'avais choisi de me mettre très, très près de l'écran pour en prendre plein la face. Et ça a été très efficace pour moi. Or, là, c'est un film qui sort sur Netflix aujourd'hui. Donc, à moins d'avoir un bon système de projection chez vous, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le voir sur un aussi grand écran. C'est vraiment dommage parce que c'est un film assez immersif. On est toujours avec le style très proche du documentaire en fait de Catherine Bigelow et de son chef-op. On est avec une caméra à l'épaule, parfois caméra un peu tremblante. On a vraiment l'impression d'être avec ces personnages. C'est très très bien écrit puisque tous les personnages sont très bien établis, très bien développés et humanisés, alors qu'il s'agit de personnages militaires qui sont censés suivre donc un protocole. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que plus on monte dans la chaîne de commande, plus les décisions sont irrationnelles. C'est absolument l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Mais là, c'est vraiment littéralement des enjeux de vie ou de mort, des enjeux de destruction planétaire. Et on se rend compte que malgré les milliers d'entraînements dont tous ces gens ont bénéficié, malgré tous les protocoles qui ont été mis en place, ça reste des décisions qui sont impossibles à prendre. Voilà, moi j'ai trouvé ce film très très fort, c'est un grand divertissement mais qui est intelligent. C'est très très bien incarné avec un casting de fou. Il y a Rebecca Ferguson, Jason Clarke, Idris Elba, Tracy Letts, Jared Harris. C'est vraiment du haut calibre et la première fois que vous allez le voir, à mon avis, vous allez en prendre plein la tronche. And the Golden Globe goes to. And the Golden Globe goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar. Avant de nous quitter, je vous fais un petit point sur la saison des remises de prix qui bat son plein à l'heure actuelle, même si novembre sera le pic de la saison, puisqu'on sera juste avant les nominations, notamment les nominations des Golden Globes. À l'heure actuelle, tout est encore incertain, même s'il y a plusieurs favoris qui se détachent. Je vous ai parlé de certains de ces favoris, notamment Hamnet. Il y a toute une histoire qui est assez intéressante sur deux films qu'on imaginait être en compétition l'un face à l'autre, mais la course commence déjà à être tranchée en fait entre les deux. Il s'agit de Smashing Machine de Benny Safdie, qui était aussi un film que j'avais vu à la Mostra et dont je vous avais parlé. C'est un biopic sur un ex-champion de MMA avec Dwayne Johnson. Dwayne Johnson qui était aussi pressenti pour aller loin, notamment dans la course à l'Oscar du meilleur acteur. Je pense que c'est toujours possible qu'il ait une nomination, mais le film a fait des chiffres très décevants au box-office, là récemment, après sa sortie, ce qui est vraiment pas bon pour sa campagne aux Oscars. Et il faut savoir qu'en plus de ça, il est
toujours mis en opposition dans l'histoire au film qui est réalisé par le frère de Benny Safdie, Josh Safdie. Ce film-là s'appelle Marty Supreme. Et non, ce n'est pas un film sur un burger de Burger King en hommage à Martin Scorsese. C'est aussi un biopic sportif, sauf que là, ça parle d'un joueur de ping-pong. Hello. Hey, it's Marty Mauser. I'm in the Royal Suite. I saw you in the lobby yesterday. Okay. Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer, too. Are you? Yeah, you don't believe me? You what? You what? You got the Daily Mail in front of you? This is you. Yeah, the chosen one. Et il faut savoir qu'avant, Benny et Josh Safdie étaient un duo de réalisateurs. Tous leurs films précédents ont été réalisés conjointement. Et là, ils se sont séparés. Et chacun a fait son biopic sportif de son côté. Donc forcément, tout le monde trouve ça très croustillant à Hollywood. Et forcément, on les met en opposition. Et pour l'instant, ce qui en ressort, c'est que Smashing Machine de Benny Safdie est un biopic très conventionnel, alors que Marty Supreme de Josh Safdie est beaucoup plus fou, beaucoup plus frénétique, et donc a une énergie beaucoup plus proche de celle des frères Safdie qu'on connaissait, puisque c'est eux qui avaient fait Uncut Gems et Good Time, qui étaient des films avec une énergie assez folle. Et donc, Marty Supreme, depuis le début, semble être le favori des deux, et ça s'est confirmé dernièrement avec les mauvais chiffres au box-office de Smashing Machine et la présentation de Marty Supreme au Festival du film de New York. Pour l'instant, les premiers retours sont très bons sur le film. Donc, il y en a un qui se détache beaucoup plus, sachant que Marty Supreme, c'est avec Timothée Chalamet, qui donc pourrait aussi décrocher une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Donc voilà, pour l'instant, l'histoire, c'est que ce film-là est celui qui se démarque le plus des deux, mais évidemment, rien n'est perdu pour l'instant. De mon côté, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas négliger Frankenstein de Guillermo del Toro. J'en ai déjà parlé aussi à Venise. Moi, j'ai trouvé ce film super. Guillermo del Toro a déjà remporté l'Oscar du meilleur film pour La forme de l'eau, il y a quelques années. C'était pas son meilleur, mais tout le monde adore Guillermo del Toro. Et c'était un peu le choix du consensus dans une année où les films divisaient beaucoup. Je suis pas sûre que Frankenstein puisse arriver au bout de la course pour meilleur film, mais je pense qu'il aura de nombreuses nominations et sans doute quelques prix, peut-être aussi du côté technique. En tout cas, moi, ce que j'observe de mon point de vue de votarde aux Golden Globes, c'est que le nombre d'événements promotionnels organisé pour Frankenstein est très élevé. Je vous en avais déjà peut-être un peu parlé. Ce qui compte au final le plus dans une campagne, c'est le fric. Et c'est quel studio est prêt à mettre le plus d'argent pour noyer les votants avec son film. C'était le cas l'année dernière avec Emilia Pérez. C'est le film que Netflix avait choisi de défendre et dans lequel ils avaient investi énormément d'argent de promo. Ça a marché un certain temps puisque Emilia Pérez est allée très loin, notamment aux Golden Globes. Et Frankenstein est aussi un film Netflix. Et je pense qu'ils ont aussi décidé de miser sur ce cheval-là pour leur campagne. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de déceler pour l'instant, si je me fie au nombre de projections présentées par Guillermo del Toro et le casting qui sont organisés à l'heure actuelle. Enfin, ils sont en tournée, on dirait les Rolling Stones. Ils font vraiment le plus de projos et de Q&A possible. Bon, Guillermo del Toro, en plus, c'est quelqu'un qui est toujours friand de Q&A, qui aime aller à la rencontre des autres membres de l'Académie, des autres votants, des spectateurs. Donc ça, je pense que ça peut énormément compter dans la campagne. Donc, n'oubliez pas Frankenstein. Il peut potentiellement se retrouver très, très loin. C'est la fin de cet épisode de Anaïs se fait des films, cet épisode dédié au courrier du cœur, au courrier des lecteurs. Merci encore 1000 fois pour toutes les questions que vous m'envoyez. Je trouve ça super chouette comme exercice et c'est vraiment cool de pouvoir dialoguer avec vous en fait via ce podcast. On se retrouve ce week-end pour un petit format Anaïs vous répond, dédié pour le coup à une seule question très spécifique. Je vous laisse la découvrir ce week-end et la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre épisode de Anaïs se fait des films. Et vous aurez peut-être remarqué que la semaine prochaine, l'épisode sort un 31 octobre. Et vous savez ce qu'il y a le 31 octobre ? Il y a Halloween. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast. Je t'amuse avec la wave, je le vois. Qu'est-ce que je vais dire dans ce podcast ? Je ne sais pas.